Les nouveaux chemins de la connaissance arrivent cette semaine au terme de l'année, et c'est en compagnie de Nietzsche en personne que nous vous proposons de passer les 5 émissions à venir. Demain, Céline Denat évoquera pour vous le premier chapitre de Par-delà bien et mal, consacré aux préjugés des philosophes. Puis c'est Emmanuel Salanskis qui reviendra pour vous sur la première dissertation de la généalogie de la morale. Jeudi, vous entendrez Dorian Astor parler de Nietzsche et la musique. Et vendredi, enfin, c'est avec Olivier Ponton que nous terminerons cette évocation de Nietzsche autour de la question toujours ouverte et indéfiniment féconde de l'éternel retour. Mais ce soir, tout de suite et maintenant, c'est en compagnie du philosophe Jean-Pierre Faye, auteur notamment du vrai Nietzsche chez Hermann et des Voix neuves de la philosophie, toujours chez Hermann, que nous allons passer une petite demi-heure destinée à balayer le préjugé tenace mais inepte de l'antisémitisme de Nietzsche. Bonjour Jean-Pierre Faye. Bonjour. Et bienvenue sur France Culture, au nouveau chemin de la connaissance. Allons-y tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Nietzsche était-il antisémite ? Écoutez, si on lui demande son avis, on peut tout de même, à ce moment-là, écouter la réponse, parce qu'il dira, comme il l'a écrit à sa sœur, de façon plaisante, mais très résolue, mets-toi dans la tête et dis-le à ton mari surtout. Alors, il faudra parler du mari. Il faudra parler du mari, de la sœur et du mari, voilà. dans cette histoire. Et des funérailles de la sœur, même, en plus. Où Hitler était présent. Oui, et puis il y a eu un discours de Sauckel, celui qui a mis en esclavage l'espèce européenne, c'est-à-dire s'occuper du travail, des travailleurs, vous savez de quelle façon. Et alors il a fait l'éloge de la sœur, mais aussi malheureusement du frère. Alors tout ça, c'est évidemment un peu compromettant. Mais si on écoute ce que dit dans ses lettres à sa chère petite sœur, eh bien il lui dit « Mets-toi dans la tête que je suis un antisémite inguérissable, irrémédiable, enfin unverbesserlich », alors besser, c'est de best en anglais. Hein. Il est impossible de le rendre meilleur. Sur ce plan-là, il est antisémite, avec une majuscule à anti, la première fois. Alors, il y a 2 anti. Bon, et il ajoute d'ailleurs là, antisémite et européen. Et ça va ensemble pour lui. C'est assez intéressant d'ailleurs. Parce que dans un texte, alors qui est un posthume, que sa sœur ne lira que pour truquer les textes, comme vous savez, mais là, elle ne l'a pas truqué. Parce qu'à ce moment-là, elle aurait enlevé le texte, elle l'aurait mis à la poubelle. Mais il dit qu'il y a un très très beau texte où il dit les Juifs aujourd'hui sont, il parle pour l'Allemagne de son temps, voilà, c'est très profondément exact, et on se demande même comment il le sait tellement bien. Eh bien, ils sont l'antidote à la dernière maladie de la raison européenne, qui est il ne dit pas le mot antisémite, là, il dit le fait d'être contre, de ne pas savoir que les Juifs nous délivrent de notre, vous ne parlez pas de notre rage. C'est la rage nationale, la rabies nationalis. Ouais, il le dit en latin. Oui, Unser rabies. Oui, il l'écrit en latin, c'est vrai. Et le traducteur français, je ne sais pas, voyant le mot nationaliste, a ajouté nationaliste. Mais non, c'est déjà national, c'est déjà une rage pour lui. Nationaliste, c'est pire, mais ce mot d'ailleurs existe à peine à l'époque. Mais pourtant, et donc notre rage nationale, eh bien les Juifs en sont guéris parce qu'ils sont plus intelligents. Voilà, c'est une page extraordinaire. Et à la fin, il y a cet antidote, c'est le mot grec est le même pour les Allemands et les Français. Mais en même temps, Jean-Pierre Faye, les occurrences dans l'œuvre de Nietzsche, dans le corpus nietzschéen, de référence à l'idée nationale, de génie propre à différentes nations, que ce soit la pesanteur germanique ou la légèreté italienne, ou l'esprit ou la grâce, par exemple, chez les Français, surtout ceux du XVIIe siècle et même avant de Montaigne. Cette référence qu'il fait en permanence au génie propre au peuple, ce nationalisme, et je le mets entre guillemets ici chez Nietzsche, se retrouve. Alors est-ce que Nietzsche s'expose lui-même à tomber sous le coup des accusations qu'il porte contre la rage nationale, ou bien est-ce que pour lui finalement la nation est plausible dans la mesure où elle n'engendre pas la rage? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non mais là ce sont des visites, des sortes de croisières d'ethnologie culturelle, disons, et ça il aime beaucoup ça. Les mœurs, il le multiplie. C'est du Montesquieu plutôt, c'est le mœurs des Romains, Montaigne aussi, il passe son temps à se moquer de toutes sortes de peuples. Et ça n'est pas en tant que nation, parce que les nations, pour lui, c'est un absurde hasard. Voilà, les hasards absurdes des nations,
les classes, il les met dans le même tabac. Bon, alors, ces tout derniers textes, qui sont intitulés de façon assez mégalomaniaque, parce qu'il est en pleine mégalomanie. Pourquoi je suis si malin? Pourquoi Voilà. j'écris de si bons livres? Là, on Voilà. est dans Ecce Homo. Il faut le Ah resituer oui. pour l'auditeur, hein. Nietzsche est j'allais dire à la fin de sa vie. Non, il est à la fin de sa vie consciente. Oui. Il est juste assez fou pour être génial et pour pouvoir encore écrire ce que sa folie lui permet d'apercevoir. Donc, on est là dans les 6 derniers mois, hein. Et curieusement, plus il exagère, plus il délire, et plus il sonne juste. Plus il dit, avec une espèce de narquoiserie folle, et un humour incroyable, un humour qui vous met par terre. Alors il faut donc le prendre comme ça. Et quand il dit quand il écrit au professeur Burkhardt, mais ça c'est sa dernière lettre, qu'il préférait de beaucoup être un professeur bâlois comme le professeur Burkhardt, plutôt Ou que comme d'être... lui-même l'a été d'ailleurs quand Voilà, il avait comme 25 ans. Nietzsche était il a professeur de été, philologie à Bâle. oui, sous l'égide du professeur Burkhardt. Il préférait de beaucoup être ça plutôt que d'être Dieu. Parce que tout de même, il faut ensuite qu'il s'occupe de ces chères créatures. Bon, cette lettre, André Breton l'a mise au panthéon de l'anthologie de l'humour noir. Bon, c'est un humour rouge même, rouge vif. Mais l'humour mis à part, dans son humour, il ne quitte pas de vue ces lignes d'horizon, comme il les appelle. Alors, il ne se trompe pas là-dessus parce que finalement, c'est pas seulement qu'il a une sorte de coup de chapeau de respect pour la culture juive, pour l'histoire juive, pour la naissance, l'apparition même du judaïsme dans l'histoire, c'est-à-dire le niveau des prophètes. Il ne nomme pas les prophètes individuellement. Il prend, disons, l'événement du judaïsme à côté de l'hellénisme. Il ne fait jamais d'ailleurs de parallèle entre les deux. On le regrette un peu. Ça serait intéressant pour nous de voir comment il allie ces deux passions. Mais en tout cas, c'est là qu'il va le plus loin dès la généalogie de la morale. Là où justement on croit le prendre en défaut, il nous dit les choses les plus fortes, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive avec l'arrivée du judaïsme aux côtés de ce que va être l'hellénisme et les autres grandes cultures de l'Orient, puisque c'est en Orient que tout ça se passe, au Moyen-Orient, comme par hasard d'ailleurs, lequel Moyen-Orient est toujours présent et nous parle toujours. Mais il nous dit que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une transvaluation de toute valeur. Et le mot Umwertung aller Werte, enfin l'alliance de mots, apparaît là pour la première fois. Ça, c'est crucial, parce que ça va être le titre de son grand livre. Ça va être le sous-titre de La volonté de puissance. Ensuite, au milieu de la fin du mois d'août 88, donc sa dernière année de vie consciente, ça va être le titre qui remplace La volonté de puissance. Le titre Volonté de puissance. Essai de transvaluation de toutes les valeurs. Voilà, Il faut dire quand même rapidement, là encore, très rapidement, à quoi tout cela correspond. Il y a les valeurs pour Nietzsche. Et puis, il y a ce qu'il appelle la valeur des valeurs. Évidemment, le mot, quand il est redoublé, n'est plus à prendre au même sens, Jean-Pierre Faye. Oui, mais ça commence très modestement, ce mot valeur chez lui, ça commence en français dans le texte et sans majuscule. C'est-à-dire que vraiment, c'est le mot français et c'est le mot des peintres. La valeur, les valeurs chez Poussin, chez Corot. Ce sont des couleurs, ce sont des coloris. Les peintres français qui ne sont pas aussi éblouissants que les Vénitiens ou aussi tragiques que les peintres allemands. Mais l'homme dans son devenir, parce qu'il pense déjà un homme qui a évolué. Il pense que l'homme n'est pas tombé comme dans les universités créationnistes financées par M. Reagan, dit-on, qui voulait qu'on retourne à l'idée que le monde est né en 7 jours, avec d'abord les lézards et ensuite l'être humain le 7e jour. Mais bon, on sait que cet étrange animal est sorti de la vie, ce qui est fort beau. En fait, c'est aussi beau que la Genèse elle-même. C'est d'ailleurs la pensée de la Genèse, elle est dans le texte biblique, le texte de la Torah, et comme dans les textes des présocratiques d'une autre façon. Ce qui est extraordinairement modeste et soigneux, c'est qu'il voit la valeur apparaître
comme quelque chose qui a peut-être été perçu avant la couleur. Voilà, la valeur, le rapport ombre-lumière, probablement perceptible avant. Et c'est d'ailleurs ce que nous savons maintenant par l'astrophysique. Il y a un moment où, au bout de la 300 millième année de l'univers, la lumière arrive. Il y a un fiat lux assez bizarre, c'est que les électrons se sont débarrassés des photons. Ils se sont placés autour du noyau de l'hydrogène, tout simplement. C'est tout ce qui existe à l'époque. Et donc, les photons sont libérés de leur bataille perpétuelle avec les électrons. Il y a une espèce de combat de géants ou de nains entre les électrons et les photons. Et ce conte de l'astrophysique contemporaine, qui est un conte très sérieux, nous fait savoir qu'on sort de ce moment-là des âges sombres de l'univers. On voit apparaître une lumière un peu blanchâtre, il n'y a pas de couleur. Et Nietzsche a vu juste, là, on ne sait pas comment, c'est une pure intuition, non justifiée. Il dit ça très vite, parce que dans ces fragments extraordinaires qui sont semés comme ça. Alors voilà, et donc la valeur commence comme ça, et puis l'homme est un animal évaluant. Mais la vie elle-même évalue, elle préfère telle racine, préfère manger tel sucre de la terre. Mais en tout cas, cet animal évaluant, eh bien, il a tout à coup une histoire, parce qu'il se raconte lui-même, et à ce moment-là, il y a ce peuple juif, qui est d'ailleurs le peuple hébreu à cette date, parce que le mot juif n'apparaît que quand la Judée se sépare du reste du royaume du Nord, qui s'appelle Israël. Mais il y a donc deux mots qui se succèdent dans l'histoire et qui se confondent ou se juxtaposent. Et à ce moment-là, Nietzsche a pris une sorte d'admiration, mais en même temps, il est sensible à la violence de l'événement, parce que tout à coup, se mettre à s'engager dans une transvaluation de toute valeur qui fait qu'il y a un amour nouveau qui va naître, mais qui a une ombre de ressentiment. S'il y a un adversaire pour Nietzsche, c'est bien justement le tempérament ressentimenteux ou l'instinct de vengeance. De là, l'idée peut-être très en apparence paradoxale qu'il faudrait protéger le fort contre le faible chez lui. Mais on va essayer de voir en quoi ce que ça signifie ou ce que cela peut signifier ou de quelle façon d'ailleurs on peut l'interpréter rigoureusement. Mais je vous dois un aveu, Jean-Pierre Faye. Indexer Nietzsche sur l'antisémitisme de son temps, en faire un antisémite, en somme, prendre au sérieux des textes bien souvent apocryphes, soit retravaillés par sa sœur, soit découpés par sa sœur, et indûment présentés comme antisémites par sa sœur, qui elle donc avait reçu les honneurs du Troisième Reich. Cette démarche-là est objectivement pestilentielle parce qu'elle est révisionniste. Néanmoins, il y a quand même, et vous en avez parlé tout à l'heure, et je voudrais qu'on les entende maintenant, ou qu'on en entende en tout cas quelques-uns, il y a quand même dans la première dissertation de la généalogie de la morale, qui explique la différence entre bon et mauvais, et l'idée qu'on en a, qui est un grand texte contre tous les bien-pensants de toutes les époques, il y a quand même des textes qui me laissent, comme bien d'autres lecteurs d'ailleurs spontanément bienveillants, assez perplexe, et je vous propose qu'on en entende un tout de suite, qui est extrait du paragraphe 7 de la première dissertation de la généalogie de la morale, et c'est Georges Claes qui nous l'interprète. Les prêtres, comme on sait, sont les ennemis les plus méchants. Et pourquoi donc ? Parce qu'ils sont les plus impuissants. L'impuissance fait naître en eux une haine féroce, monstrueuse, la haine la plus intellectuelle et la plus venimeuse qui soit. Les plus grands haineux de l'histoire ont toujours été des prêtres. De même qu'il n'y a pas de haineux plus intelligent qu'eux. En comparaison avec l'esprit que peut mettre en œuvre la vengeance sacerdotale, tout autre effort de l'esprit n'entre guère en ligne de compte. L'histoire humaine serait une chose par trop stupide sans l'esprit dont les impuissants l'ont animée. Allons droit à l'exemple le plus frappant. Tout ce qui a été entrepris sur terre contre les nobles, les puissants, les maîtres, les détenteurs du pouvoir n'est rien en comparaison de ce que les Juifs ont fait contre eux. Les Juifs, ce peuple sacerdotal qui ne put en définitive avoir raison auprès de ses ennemis et de ses vainqueurs que par le total renversement de leurs valeurs, donc par l'acte de vengeance intellectuelle par excellence. C'était là la seule issue qui convint à un peuple de prêtres, au peuple de la vengeance sacerdotale la plus profondément ancrée. Ce sont les Juifs qui, avec une effrayante logique, osèrent retourner l'équation des valeurs aristocratiques. Bon égale noble, égale beau, égale heureux, égale aimé des dieux.
et qui ont maintenu ce retournement avec la ténacité d'une haine sans fond, la haine de l'impuissance, affirmant « les misérables seuls sont les bons, les pauvres, les impuissants, les hommes bas seuls sont les bons, les souffrants, les nécessiteux, les malades, les difformes sont aussi les seuls pieux, les seuls bénis des dieux. Pour eux seuls, il y a une félicité, tandis que vous, les nobles et les puissants, vous êtes de toute éternité les méchants, les cruels, les lubriques, les insatiables, les impies. Vous serez éternellement aussi les réprouvés, les maudits et les damnés. » On sait qui a hérité de ce renversement juif des valeurs. Pour ce qui est de l'initiative monstrueuse et néfaste, au-delà de toute limite que les Juifs ont prise par cette déclaration de guerre, la plus intransigeante de toutes, je rappelle à quelle conclusion j'ai abouti ailleurs, par-delà le bien et le mal, à savoir qu'avec les Juifs avait commencé la révolte des esclaves dans la morale, révolte qui a une histoire de 2000 ans derrière elle et que nous perdons aujourd'hui de vue pour cette seule raison, qu'elle a remporté la victoire. Du Brahms, pour ponctuer ce texte de Nietzsche, le paragraphe 7 de la généalogie de la morale. Du Brahms, d'ailleurs, dont la légende raconte que Nietzsche s'est amusé à en jouer sur le piano de Wagner un jour, qu'il était chez lui, au bord du lac des Quatre Cantons, ce que le grand Wagner, je mets grand ici entre guillemets, aurait mal pris, mal interprété. Jean-Pierre Faye est avec nous pour parler de Nietzsche et de la question de l'antisémitisme de Nietzsche. Ce texte, Jean-Pierre Faye, qui parle d'une haine sans fond, qui situe le judaïsme, les juifs, au principe même du ressentiment judéo-chrétien, qui sera l'adversaire en chef et la cible numéro 1 des diatribes de Nietzsche, en quoi ce texte-là peut-il ne pas être qualifié d'antisémite, Jean-Pierre Faye? Mais justement, ça on est dans le vrai problème là. Parce qu'en fait, Nietzsche, il est comme les prophètes hébraïques, il est comme Shakespeare. Quand il s'engage dans une analyse, il est pris par une éloquence exploratoire. Et donc, il dramatise extraordinairement l'événement, mais ça ne veut pas dire qu'il introduit là, justement, les jugements de valeur. C'est pas ça du tout. Il essaye de nous montrer un processus qui est, il faut dire en passant, il est un peu infléchi par la traduction française. Parce que quand on voit ces mots néfastes, il y en a quelques autres, je les avais relevés, je ne vais pas faire de l'exégèse de la traduction, mais on pourrait dire simplement fatal. Ce sont des mots qui ne sont pas méchants et négatifs à cette façon, ils sont dramatiques, ils sont dramatisants. Donc il y a effectivement un moment fatal, il y a un fatum de ce processus de la survenue de la pensée hébraïque et qui va être la pensée juive. Et ce processus, il le place dans la révolte des esclaves, et ça c'est assez extraordinaire. Donc la révolte des esclaves dans la morale, voilà un Nietzsche tout à coup qui décrit une espèce de mouvement bolchevique. Et on comprend mais ce mouvement-là ne reçoit pas sa faveur, puisque la révolte des esclaves a pour effet chez Nietzsche d'assimiler la faiblesse à la bonté, qui est un des préjugés contre lesquels il ferraille tout le temps de son travail. Ça, c'est le Nietzsche standard. Mais Nietzsche est toujours plus compliqué que ça, parce qu'il développe tout un thème, et tout à coup, on voit arriver le coup de patte qui renverse complètement la description. Or, dans ces mêmes textes, si on tourne la page, on voit tout à coup la gratitude infinie envers les Juifs, la gratitude infinie envers ceux qui nous ont apporté le rougeoiement du crépuscule, la lumière intense du soleil qui arrive à l'horizon. Tout ça, c'est donc, tout à coup, voilà, la dramaturgie se renverse en un moment de beauté. Et alors, d'autre part, ce qui est important, il y a donc à mettre aussi
je ne sais pas, les traducteurs, Henri Albert, on ne sait pas très bien quelles étaient ses idées à lui, mais il ajoute un peu dans la langue française de méchanceté nietzschéenne. Donc, admettons qu'il y a un moment fatal, pas forcément néfaste, parce que c'est pas néfaste d'entreprendre une transvaluation de toute valeur. Il dit quand même c'est l'acte de vengeance intellectuelle par excellence. Ah oui, c'est le mot. Ça, c'est la vengeance de la Sklavenmoral. En face, il y a la Herrenmoral. Et tout le monde croit et affirme, y compris les dictionnaires, que Nietzsche, il est pour la Herrenmoral. Il est pour la morale des seigneurs, des maîtres? Pas du tout. Parce que les maîtres, eux aussi, qu'est-ce qu'ils cultivent? Les grands féodaux. La Herrenmoral, c'est la longue vengeance. C'est la vengeance de père en fils, comme dans les tragédies shakespeariennes, la guerre des deux roses qui dure un siècle entier, où chacune des branches royales s'extermine jusqu'au dernier. Alors, voilà, ce qui est important à sentir, c'est que dans la généalogie de la morale, les deux morales sont face à face. Oui, il n'est pas d'un côté contre l'autre. Il n'est pas du côté des seigneurs du tout. Jean-Pierre Faye, alors que, je lis Nietzsche, on est dans le paragraphe 10, 3 paragraphes plus loin. Alors que toute morale aristocratique naît d'un oui triomphant adressé à soi-même. De prime abord, la morale des esclaves dit non à un dehors, à un autre, à un différent de soi-même, et ce non est son acte créateur. Cette inversion du regard, posant les valeurs, la nécessité qui pousse à se tourner vers le dehors plutôt que vers soi-même, cela relève justement du ressentiment. La morale des esclaves a toujours et avant tout besoin, pour prendre naissance, d'un monde hostile et extérieur. Elle a, physiologiquement parlant, besoin d'excitations extérieures pour agir. Son action est foncièrement une réaction. Alors, c'est peut-être le Nietzsche standard que je défends ici, mais vous ne me ferez pas croire, Jean-Pierre Faye, qu'une morale dont il dit qu'elle est profondément réactive et qu'elle commence par dire non, alors que Nietzsche s'est toujours présenté lui-même depuis le Gai Savoir et même avant, comme celui qui veut dire oui, comme l'homme de l'amour du destin, de la mort fati. Vous ne pouvez pas me dire qu'il les présente comme deux termes équivalents. Il est quand même du côté d'une morale aristocratique contre la morale des esclaves. Oui, je ne veux pas vous contredire excessivement pour ne pas être trop nietzschéen, si j'ai être tort, nietzschéen, c'est contredire toujours. Absolument. Dans la généalogie de la morale, il y a une superbe méthodologie du contredire qui est à prendre, à mettre en exergue. Donc, c'est un homme qui a la contradiction méchante et qui, en fait, tout à coup, retourne la situation. Et on le voit mieux dans les posthumes, parce que là, comme il écrit très vite ses notes en vue du grand œuvre, qui va être la transvaluation de toute valeur. La grande œuvre qu'on a appelée Volonté de puissance, le titre n'est pas de lui. Alors que justement, le titre était lui pendant 2 ans, et puis il a renoncé à ce titre. Les derniers mois, il enlève et il écrit le prologue à la transvaluation, un matin où il regarde les montagnes. Le blanc des montagnes sur le bleu du ciel, décrit d'une façon admirable. Il écrit ça à Métaphone Salis. C'est le très grand moment. C'est le moment le plus haut, disons, du paroxysme nietzschéen. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que dans les posthumes, tout à coup, on trouve des pages et des pages, justement, qui ont l'air extrêmement violentes dans le ton qui est un peu celui de ce paragraphe. Puis tout à coup, il y a un texte très court qui renverse la donne. Et alors, là, pour prendre quelque chose de plus visible à l'œil nu, prenons sa tête de Turc, si j'ose dire, ne disons rien contre les Turcs, mais cette image banale de la cible, hein, la cible de Nietzsche, apparemment, c'est Paul. Voilà le Nietzsche qu'il poursuit, parce que sans ça, il ne désigne jamais un exemple seul qu'il y a. Il ne parle pas d'Ézéchiel, il ne parle pas de Karl Marx, dont il ignore l'existence d'ailleurs, semble-t-il. En revanche, nous saurons qu'il s'en prend à Dühring, qui est l'ennemi de Marx, et qui, lui, est le père de l'antisémitisme exterminateur. Mais en même temps, il se réfère à Dühring pour écrire le début de la généalogie de la morale. Oui, mais après, il est le premier qui décerne que c'est un antisémite bavant, bile et venin. Voilà, et ça, c'est le comble pour lui de ce qu'il déteste. Mais il met du temps à s'en apercevoir, beaucoup plus profondément que l'homme de l'anti-Dühring, c'est-à-dire Engels. Mais prenons donc sa cible, c'est Saint Paul. Bon, appelons-le Saint Paul pour le faire connaître, mais c'est Paul de Tarse. Bon, Paul de Tarse, voilà l'homme sacerdotal. Pour lui, c'est l'exemple type. Il ne prend pas, il pourrait prendre un juge, Samuel ou des prophètes.
du texte biblique, mais non, il prend Paul. Alors, voilà, c'est donc, il considère comme justement un peu le typus, dirais-on, en L'adversaire. allemand, du juif qui fait tourner l'histoire, qui la renverse. Et puis tout à coup, il nous dit, dans un des posthumes les plus tardifs d'ailleurs, son hymne à l'amour, son Lied der Liebe, eh bien, c'est l'éternelle flamme juive de l'amour. Voilà. Et tout à Alors, coup, à on voit l'éternel- que c'est le fond, qu'il y a un reversement tout à coup, au bout de tout cela, de cette lutte des deux ressentiments, des deux vengeances, celle de la morale des seigneurs et celle de la morale des esclaves. Eh bien, il y a une sorte de combat dialectique qui ne veut pas faire à la manière hegelienne où tout s'arrange à la fin. Là, rien ne s'arrange, on ne sait pas à la fin. Non, Mais on est tout à coup, on est dans le tragique, un combat sans issue. sans issue. Mais tout à coup, voilà, il y a cette phrase. Ça, c'est l'éternelle flamme juive. Alors, à l'éternel, restons dans Alors, la contradiction intra-nietzschéenne C'est- avec il est- vous, il est Jean-Pierre avec Fay. Restons dans la contradiction. Vous parlez d'éternelle flamme juive de l'amour. Allons vers la rancune juive, comme il dit cette fois-ci. Oui. C'est le paragraphe 8 de la généalogie de la morale que Georges Claes nous lit tout de suite. De la souche de l'arbre de la vengeance et de la haine juive, la plus profonde et la plus sublime des haines, créatrices d'idéaux, transformatrices de valeurs, une haine dont il n'a jamais existé la pareille sur terre, de là est sorti quelque chose d'aussi incomparable, un nouvel amour, la plus profonde et la plus sublime sorte d'amour. Et de quelle autre souche aurait-il pu sortir? Mais n'allons pas imaginer qu'il s'est développé comme la négation de cette soif de vengeance, comme le contraire de cette haine juive. Non, c'est l'inverse qui est vrai. Cet amour est sorti de la haine. Il en est la couronne du triomphe qui grandit dans la pure clarté d'une plénitude solaire et qui, dans le royaume de la lumière et des hauteurs, poursuit les mêmes buts que cette haine. La victoire, le butin, la séduction, du même élan qui portait cette haine avide et opiniâtre à pousser ses racines de plus en plus loin dans tout ce qu'il y avait de ténébreux et de méchant. Ce Jésus de Nazareth, incarnation de l'Évangile, de l'amour, ce Rédempteur, apportant la félicité et la victoire aux pauvres, aux malades, aux pécheurs, n'était-il pas précisément la séduction sous sa forme la plus inquiétante et la plus irrésistible, la séduction qui, par des voies détournées, conduisait justement à ces valeurs et à ces innovations judaïques de l'idéal? Israël n'a-t-il pas atteint par la voie détournée de ce Rédempteur, qui semblait s'opposer à Israël et vouloir sa dispersion, le but ultime de sa sublime rancune? Jean-Pierre Fay, cette sublime rancune, rapidement quand même, de quoi s'agit-il? Bien, je vous dis que il faut entendre le renversement nietzschéen. Voilà. C'est une oreille qui écoute attentivement. Et Lou Salomé, qui entre parenthèses, était la fille du seul général juif qui ait jamais eu dans l'armée du tsar. Mais un général juif passé par une immigration française et puis finalement des conversions à diverses formes de protestantisme, le calvinisme, puis le luthéranisme, puis finalement une famille de luthériens baltes arrive à Pétersbourg, et voilà que Lou a très bien senti cette métamorphose nietzschéenne qui arrive au dernier moment. Il y a un coup de griffe nietzschéen qui est la douceur même. Voilà, après la blessure qu'il inflige à sa description. Ce coup de griffe, c'est la musicalité, disiez-vous, Jean-Pierre Fay. Le micro était coupé quand vous l'avez dit. Et c'est sur ce mot-là, d'ailleurs, qu'on va arrêter cette émission, qu'on va interrompre cette émission. Il y aurait 1000 choses à dire là-dessus, sur le philosémitisme de Nietzsche, le philosémitisme éventuel de Nietzsche, et l'antisémitisme à combattre toujours, en tout cas cette hypothèse qu'on trouvait, et cette grande falsification, cette opération de falsification historique, en quoi a consisté donc la démonstration de l'antisémitisme imaginaire de Nietzsche.
On aurait dû parler davantage, mais le temps nous manque. Merci Jean-Pierre Faye. Je rappelle que vous êtes philosophe, un professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste de philosophie allemande, et vous êtes l'auteur de 3 ouvrages, on va en citer 3. Le vrai Nietzsche, Guerre à la guerre, paru chez Hermann en 98. Le dernier ouvrage paru, 10 ans plus tard, février 2008, toujours chez Hermann, Les voies neuves de la philosophie. Et enfin, le 27 août, chez Hermann, La bataille de Léda. C'est un roman. Demain, on recevra Céline Denat, qui est jeune chercheuse à l'université de Reims, qui travaille sous la direction de Patrick Voetling, et on reviendra avec elle sur la question des préjugés des philosophes, au début de Par-delà bien et mal, donc toujours de Nietzsche. À la technique, aujourd'hui, c'était Michel Mestre, sans son stylo. À la réalisation, Ghislaine David, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer. À la lecture des textes, Georges Claes. France Culture, il est 20h. Tout de suite, à Voix Nue sur France Culture.